in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce que nous allons parler de cinéma australien et sur la chaîne, je pense qu'il y a dû y avoir une ou deux émissions autour de ce cinéma-là. Et d'ailleurs, je dédicace cette émission à Stéphane Michel, qui est un grand passionné et qui a écrit pour On se fait un ciné, qui est un grand fan du cinéma australien et de Peter Weir. On a fait pas mal d'émissions là-dessus. Pourquoi donc cette émission? Parce qu'un livre, le voici. Down Under Movies, 5 décennies de cinéma australien. C'est édité chez nos amis Aardvark, que je salue pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et le livre a été pensé et conçu par les Juliens, c'est comme ça qu'ils s'appellent, Julien Savès, Julien Bonnet, avec la collaboration de Élise Girard. Tous les trois sont là. Merci à vous trois. Je pose la première question, elle est tellement banale, mais j'aime bien la poser. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Pas mal du tout. Parfaitement bien. Vous êtes les premiers en 4 ans qui répondaient très bien assez vite. D'habitude, il y a toujours un long suspense. Ouais. Dans le descriptif de cette vidéo, bien évidemment, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur le lien qui vous permettra de vous procurer le livre sur le site Aardvark. Voilà. Première question, très simple, très basique. Votre livre s'ouvre sur une volonté de dépasser la simple notion d'exploitation. Qu'est-ce qui vous a poussé à élargir le spectre jusqu'à englober toute l'histoire moderne du cinéma australien? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, il fallait écrire ce livre? En fait, on trouvait ça trop restrictif de parler juste d'exploitation. Et on s'est dit qu'il y a certains films qui sont les deux, en fait, qui sont à la fois nouvelle vague australienne et exploitation. Donc, c'est ultra... Enfin, on réduit le truc juste à l'exploitation, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, voilà, on s'est dit, on va élargir le champ des possibles, on va parler de tout ce qu'on peut parler, donc aussi des comédies, aussi de plein d'autres choses, sans forcément parler de tout ce qui est télévision, parce que là, ça devenait une gageure, un truc trop compliqué, quoi, une usine à gaz. Il y a beaucoup de mentions dans le livre sur les séries, sur ce qui a été fait à la télévision, mais il faudrait faire un livre à côté, en fait, c'est tellement riche là-bas que voilà. Donc, on a voulu vraiment faire quelque chose de transversal et à la fois voilà, aborder l'exploitation, mais aussi aborder la nouvelle vague et ne pas faire des catégories trop réduites, quoi. Vraiment ouvrir la chose et dire quand les films vont dans les deux genres, enfin ces deux styles, quoi, enfin ces deux mouvements. Ouais. Après tout ça, c'est des choses journalistiques, en fait. C'est les journalistes qui ont dit ça va là-dedans, ça va là-dedans. Et enfin, pour ma part, moi, je trouve ça toujours un peu dommage. Donc, il y a vraiment une volonté d'ouvrir le champ des possibles, comme je disais avant, quoi. On se rendait compte aussi qu'il y a tout un pan de films assez historiques qui est très important, notamment dans les années 70, avec des films comme Newsfront, des films de Gillian Armstrong, on en reparlera plus tard justement. Et voilà, on voulait aussi parler de ce cinéma-là qui a été assez fondateur dans les années 70 notamment. On démarre le livre effectivement un petit peu sur cette période des années 70. Alors, on parlait de films de télé, c'est-à-dire qu'il y a eu des films dans les années 20-30 réalisés en Australie, qui sont assez peu connus aussi. Mais ensuite, il y a eu la télévision a pris le relais à un moment donné et le cinéma renaît vraiment en Australie à partir des années 50, 60, 70. Quoi. Donc voilà, le fait de s'intéresser aux films un peu plus historiques, c'était aussi replacer ce courant-là et toute l'histoire du cinéma australien.
Après, il y a aussi l'idée de faire un pas de côté avec la grille de lecture très franco-française qui est genre, bon, bah, il y a eu la nouvelle vague en France, donc on va dire la nouvelle vague australienne. Pas trop original. Et puis, il y a aussi cette envie voilà, dans le même pas de côté, se dire, bah voilà, on voit ça, c'est l'Australie vue de la France. Comment en Australie on voit les choses en écoutant, en interviewant les réalisateurs australiens et en s'imprégnant un petit peu de leur parcours, en s'intéressant à l'histoire aussi de l'Australie à travers leur cinéma. Donc voilà, c'est vraiment, comme disait Julien, un petit peu ouvrir un petit peu la porte et pas seulement rester du point de vue franco-français. Mais comment vous pouvez expliquer, parce que moi je pense que écrire ce livre depuis la France, ça va modifier, ça modifie le regard qu'on peut porter sur cette cinématographie. Je suis le premier à le dire. Voilà, par exemple, voilà, je l'avoue, j'ai une confidence. Mais comment vous pouvez expliquer qu'ici en France, on a souvent eu une vision un peu parcellaire du cinéma australien? Bah, ça, c'est forcément lié à la distribution des films et aux films qui sont arrivés ou, et enfin, surtout moi je pense qu'on a souvent, heu, pris l'Australie comme, les Américains quoi, en fait, en gros. Ah Enfin ouais. c'est, le cinéma anglo-saxon mais, de notre, pays quoi. Enfin donc, en fait, il y a beaucoup de ça c'est des retours qu'on a eus après le livre, où beaucoup de gens nous disaient: «Mais ah bon, ça c'est un film australien? On croyait que c'était un film américain». Et les Mad Max, les premiers, hein, Mad Max, souvent les gens se disent que c'est américain, quoi. Mm. Voilà et donc ça forcément, ça n'a pas aidé, quoi. Ça on enfin voilà, il y a beaucoup de réalisateurs, comme après ils ont une carrière américaine, on se dit, forcément, les films qu'ils ont fait avant, ils sont américains. En fait non et ça pour rejoindre la première question, ça fait partie de des idées, qui ont été les idées fondatrices pour, ce projet-là, dans le sens où, quelqu'un comme Peter Weir, effectivement, on connaît sa carrière américaine, mais on connaît mal sa carrière australienne, alors qu'elle est tout aussi intéressante et tout aussi fascinante même. Voilà, des films comme, La Dernière Vague ou, Picnic à Hanging Rock, valent, enfin, le détour et sont tout aussi bons, que Truman Show, quoi, ou Mm. Witness. Bon là j'ai un peu, je suis allé un peu plus loin, mais voilà, pour recentrer, je pense qu'effectivement, si c'est parcellaire, chez nous, la réception, c'est parce que, le travail n'a pas été forcément fait. Il y a eu des films qui sont arrivés, il y a eu des films qui ont été même à Cannes et voilà, les réalisateurs nous l'ont dit, hein, ils ont eu leur film à Cannes, heu, les gens ont trouvé ça bien, tout ça. Après, il y a eu, quelqu'un comme Jane Campion, même si elle est née en Nouvelle-Zélande, sa carrière est quand même en Australie, donc elle est, plutôt, réalisatrice australienne. Heu, Elle, le travail a été fait sur elle, je veux dire. Mais sur d'autres réalisateurs, voilà, Élise parlait de Gillian Armstrong, tout à l'heure. Bon, bah, je suis désolé, on sait qui est Gillian Armstrong en France, mais en fait, pas plus que ça, quoi. Enfin, le travail doit vraiment reste à faire là-dessus parce on peut citer 2-3 films, mais c'est tout, quoi. Tout le reste, on connaît pas vraiment sa carrière, on sait pas avec qui elle a débuté et cetera et cetera. Chose qu'on Voilà. apprend dans le livre, Ouais. avec la magnifique interview de Gillian Armstrong. Mais ça, on peut parler de ça, par exemple. Moi, je reste encore un tout petit peu sur les origines, la genèse. J'aime bien, moi, la cuisine interne d'un livre. C'est quand même important. Et il faut quand même bien préciser une chose, c'est que c'est ce qu'on appelle souvent ça un beau livre. Et je trouve qu'effectivement, le livre est pensé comme tel. Il y a une espèce même de rythmique un peu abstraite
dans la manière que vous avez de balancer, excusez-moi, d'installer un texte, un entretien, les illustrations que vous choisissez, qui finalement ne sont pas des illustrations, ça donne aussi des éléments de mise en scène. Et donc là où je veux en venir, c'est que moi, quand j'ai refermé ce livre, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un livre à la fois critique, ça pour l'instant, il n'y a rien à dire là-dessus, et très bien, mais aussi amoureux, très amoureux. Et là où je veux en venir, c'est comment on fait pour trouver cet équilibre entre la passion donc, du cinéphile, le ou la cinéphile, et puis surtout la rigueur de l'historienne, de l'historien. Et ça m'a... La réponse, je la sens un peu dans le livre, mais ça m'intéresse parce que c'est vraiment un livre amoureux. Vous savez, les fameux dictionnaires amoureux pour le coup. Mais Oui, là, oui. c'est plus un dictionnaire, c'est vraiment très critique. Il y a des textes, des analyses, tout ça. Et ça serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Juste dire quand même que c'est grâce à Frédéric Daumont que c'est aussi le graphiste, c'est la personne qui a Maquettiste. travaillé tout l'aspect visuel du livre. C'est grâce à lui que c'est aussi beau. Et on le remercie d'ailleurs, on en profite. Lui et Mathieu Coll, en fait, Mathieu. qui est notre éditeur, et tout le travail qui a été fait avec nous et avec Frédéric et Mathieu a permis que le livre soit comme ça aussi, quoi. C'est-à-dire les couleurs, le choix des couleurs, de la maquette, tout ça. Bon, voilà, tout était travaillé, quoi. Si vous voulez répondre. Et comment on trouve cet équilibre donc, entre la passion, entre votre passion et puis surtout la rigueur de l'historien, de l'historienne ou du critique de cinéma Moi, je pense qu'on a, enfin, peut-être vous m'arrêterez, mais on a toujours été un peu comme ça, en fait. On n'a pas forcément on n'a pas suivi des études de journaliste. Voilà, on a abordé le cinéma comme des gens on a suivi des études de cinéma, mais comme des gens amoureux des films qu'on voyait. Et donc, à chaque fois qu'on a fait des critiques, c'était avec toujours l'idée de transmettre cet amour, en fait, d'une idée de transmission. Je pense que c'est ça qui est important, c'est l'idée de transmission et de pas être... enfin voilà, nous, on voulait pas faire un livre d'analyse trop universitaire, trop espèce on voulait pas que ce soit encyclopédique. Pas la chape de plomb, en fait. On ne voulait pas que ce soit encyclopédique, ni que ce soit un dictionnaire érudit, que ça soit quelque chose qui soit agréable à feuilleter, qui soit un peu juste plaisant. Ouais, c'est presque un voyage, quoi. C'est pas une somme où on va se poser et lire de façon religieuse presque. Genre, alors le cinéma australien, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est plutôt une porte ouverte, une invitation au voyage. C'est important cette idée de voyage, parce que c'est vraiment ça qui nous a plu aussi dans ce cinéma-là. C'est l'aventure, c'est le mystère, c'est beaucoup de thématiques où on a du mal à comprendre entièrement tout ce qui est dit et tout ce que ça sous-entend. Et donc l'idée d'aller à la rencontre de ce cinéma-là devait être transmise dans le livre, c'est-à-dire que le lecteur devait être lui-même dans une aventure, dans un truc où tiens, je découvre des choses dont je n'avais aucune idée. Voilà, je pense que ça c'est important. Et moi, je voulais ajouter que dès le départ, alors moi j'ai rejoint le projet un petit peu après, hein, le projet était déjà très abouti quand j'ai rejoint les deux Julien, mais je me souviens que moi ce qui m'a plu quand vous m'en avez parlé au départ, c'était aussi cette idée de territoire, cette notion de territoire qui était hyper importante pour nous et qui au départ partait aussi d'une idée de cartographier un petit peu les différents lieux sur lesquels certains films phares avaient été tournés, les différents endroits dont parlent certains films. Enfin voilà, il y avait cette idée-là qu'on a un petit peu écartée par la suite, mais qui, à mon avis, a joué un rôle important dans la structuration quand même du livre et dans cette idée de ne pas en faire un livre effectivement universitaire, quoi. Enfin, pas une étude universitaire en tous les cas. Quand vous évoquez voyage, est-ce qu'il y a un côté subjectif aussi de votre point de vue?
comme par exemple Scorsese lorsqu'il fait Voyage à travers le cinéma américain, ou alors peut-être beaucoup plus tard Tavernier avec on pourra dire ce que l'on veut de Tavernier, mais c'est quand même très personnel sur sur ce qu'il propose. Est-ce qu'il y a de cela un peu? Je pense que c'est forcément subjectif de toute façon, parce que comme on disait, comme c'est à la base un projet de passionné, pas juste quelque chose ou une commande qu'on nous a passée. C'était plutôt, c'est un cinéma qui nous intéresse depuis des années. Donc oui, il y a forcément quelque chose de subjectif, même dans le sens où on n'habite pas là-bas. Donc c'est notre point de vue à nous qui est retransmis à travers ces 500 pages. Mais est-ce que tout ça est vraiment vrai? Enfin voilà. Est-ce que là-bas ils n'ont pas un autre point de vue sur plein de choses? Je pense que oui, en fait. Mais il y a un moment, on s'est dit, ça fait partie du projet, ça fait partie de l'élan. Tant pis, quoi. Tant pis. Encore une fois, on ouvre, enfin, ce que disait Julien tout à l'heure, c'était ouvrir une porte. C'est pas une somme, c'est pas définitif, c'est pas un truc. Voilà, le cinéma australien, c'est ça. Non, c'est voilà notre histoire du cinéma australien. Maintenant, c'est à vous de vous l'accaparer et de voir plus en avant, de préciser les choses. Est-ce que tout ça peut pas être plus creusé encore et plus voilà Et plus précis. c'est-à-dire que c'est notre point de vue qu'on offre dans ce livre, mais en fait, il y a aussi le contrepoint important qui sont les entretiens, en fait. Il y a Oui, quand même 10 effectivement. Ouais. entretiens avec des cinéastes. Voilà, donc c'est pas uniquement... Enfin, ça permet d'offrir ce contrepoint à notre regard à nous, en fait. Et ça, c'était important aussi, qu'il y ait ces entretiens. Tous les entretiens, effectivement, il y en a une dizaine. Ça permet de mettre en exergue tout ce qu'on a dit précédemment. Il y a même des choses qui nous ont surpris dans les entretiens ou des pistes qu'on avait et qui ont été, je dirais pas contrecarrées, mais où on a vu d'autres choses, quoi, d'autres idées qui affrontaient celles qu'on avait de prime abord, quoi. Et ça, c'est hyper riche et ça permet que, que ça soit plus précis, quoi, Il y a notamment celle de George Miller où il parle justement de ce problème, entre guillemets, de perception à travers les pays non anglo-saxons et même anglo-saxons. Et comme quoi l'Australie, c'est par accident anglo-saxon, en fait. Et que, au final, la perception qu'on a à l'international des films australiens sont accolés de façon artificielle aux États-Unis et à l'Angleterre, mais qu'au final, ça n'a pas grand-chose à voir avec. C'est juste les aléas de l'histoire. Donc, moi, j'invite ceux qui écoutent cette émission à aller lire cette interview de George Miller qui nous a vraiment offert plusieurs heures comme ça de réflexion hyper intéressantes. Je crois qu'elle va faire 15 pages à peu près dans le livre, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, il m'apparaissait comme un démiurge, Miller. Mais on va en parler après 2000. Okay. Dernière question, premier, ensuite on parle des films. Mais dernière question sur la genèse et les origines. Bah, très simplement, vous êtes trois et comment vous avez travaillé ensemble sur la répartition des recherches, des entretiens, des analyses? Alors, je vais juste commencer. En fait, l'idée au départ, c'est qu'on avait une sorte de chemin de fer qu'on avait soumis à Mathieu avec un certain nombre de films. Ça a été plutôt validé. Et ensuite, on s'est fait un tableau où on s'est partagé voilà, les films en fonction de qui aimait quoi. Après, bon, tout ça, on s'adapte. Hein, c'est juste des discussions entre nous. Mais l'idée, voilà, c'était que chacun dise bah, tiens, celui-là, ça m'intéresserait. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai un peu fait, pas le rédacteur en chef, mais disons, j'ai commencé un premier
tableau et après, j'ai proposé plusieurs choses et en fonction de ça, Julien et Lise, m'ont dit: «Eh bah, ça m'intéresserait plus que, d'autres choses» et tout ça et après ce qui était, intéressant et après je laisse, les autres parler, c'était aussi, de se confronter à des choses dont on n'a pas forcément, envie. Peut-être Élise, tu pourras en parler ça, mais parce que je pense il y avait un des films qui te plaisait pas forcément, je crois et mais c'est toujours intéressant parce qu'on essaye de voir, qu'est-ce qu'on peut quand même en dire, même si de prime abord, on a un petit rejet sur deux trois trucs, est-ce que ça peut pas être intéressant de creuser un peu plus et finalement, est-ce qu'il y a pas une thématique, qui, voilà, qui va m'intéresser, sur laquelle je peux, écrire, quoi. Voilà. Si vous voulez, Oui, tout à fait. Alors, en l'occurrence, c'est vrai que je me souviens avoir eu un film qui me plaisait moins que les autres, ou on va dire avec lequel j'avais peut-être moins d'affinité qu'avec les autres. Mais au contraire, en fait, moi, ça m'a permis de découvrir des périodes que je connaissais pas du tout, des cinéastes que je connaissais pas du tout, voilà. Et de ce côté-là, ça a été un vrai travail de découverte, hein. Moi, je travaillais à la Cinémathèque et en fait, j'avais à l'occasion de plusieurs rétrospectives, côtoyer notamment Philippe Noyce et Peter Weir qui étaient venus à la Cinémathèque. Donc voilà, je connaissais on va dire des cinéastes comme ça qui sont un petit peu parmi les plus connus. Mais voilà, il y a tout un pan de ce cinéma-là que j'ignorais complètement. Donc ça m'a permis vraiment de compléter ces connaissances-là. Et de ne pas justement me cantonner à ce que je connaissais déjà, c'était vraiment précieux. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de découvrir des films comme Réaction en chaîne, enfin des films un petit peu plus de cinéma bis, de cinéma de genre que je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on avait tous les trois envie de cette découverte-là et peut-être que Julien avait, enfin les deux Julien avaient peut-être une connaissance plus profonde que la mienne de l'exploitation. Mais là, en fait, je parlais tout à l'heure des films un peu plus historiques. Moi, je connaissais pas non plus forcément très bien Newsfront et le film de Gillian Armstrong, My Brilliant Career. Enfin voilà, tout ce pan-là du cinéma, ça m'a permis d'approfondir un petit peu mes connaissances en la matière. On connaît un cinéaste ou on connaît un cinéma qu'on est le plus habilité à en parler. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est pas justement quand on y va sans vraiment y connaître qu'on voit des choses peut-être plus avec plus de précision, avec un regard plus frais, quoi. C'est une vraie question. Mm. Je pense que c'est un peu les deux. Je pense qu'à la fois il faut connaître, mais si on en regarde avec des yeux de spécialiste, un petit peu trop spécialiste, on risque de peut-être s'attarder sur des choses qui peut-être sont moins intéressantes et avoir une approche un peu pas assez globale, pas assez enveloppante. et juste pour ajouter sur le travail lui-même, comment on a procédé, c'est beaucoup, chacun a pris un texte, quoi. On a fait quelques textes ensemble, en collaboration, mais c'était essentiellement, chacun son texte et c'est surtout les entretiens sur lesquels on a collaboré ensemble et les analyses aussi, là, on s'est partagé le travail, en fait, voilà. Puis il y a les Et après, miscellanées aussi. pardon? Et En les miscellanées, miscellanée oui. aussi. Alors les miscellanées, c'est la partie après chaque fin de chapitre où on parle de plein de films qu'on n'a pas pu parler en grand, donc on fait des petits Pour les paragraphes complétistes, dessus. pour les aficionados des films un petit peu obscurs. Et voilà, c'est vers là il faut aller à la fin de chaque chapitre. Tous les films dont on n'a pas pu parler, qu'on va un petit peu aborder de façon thématique ou autre. Les années 70, la nouvelle vague, les années 70, l'âge d'or, comme vous l'évoquez dans le livre. Le livre décrit les années 70 comme un, je vous cite, sursaut d'orgueil créatif. Quelles forces politiques et culturelles ont rendu ce réveil possible? Alors ces deux ministres, l'un après l'autre, en fait, qui ont permis en fait, en gros,
les Australiens avaient demandé un rapport, et le rapport, une fois qu'il a été établi, ils se sont rendus compte que le cinéma australien était à zéro, quoi. En fait, en gros, il y avait une domination américaine qui détenait les cinémas en Australie et qui passait les films américains, et les Américains leur disaient non, mais vous savez pas faire de toute façon, laissez-nous faire. Enfin voilà, votre public n'a pas envie de voir vos histoires, quoi. En gros, voilà, c'est ça. Et donc, à la suite de ce rapport, il y a plusieurs personnes, des nouveaux créateurs, tout ça, qui sont allés voir les ministres pour leur dire il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et là, ça a été une volonté politique de créer une école, de mettre de l'argent dans des productions pour qu'elles se fassent, quoi. Et je me souviens, c'est dans le livre, hein, de toute façon, l'interview de Philippe Noyce qui nous en parle de toute cette époque, et où il nous dit typiquement, mais j'ai eu une chance folle parce que à cette époque-là, ça n'arrive pas, en fait. En gros, il était étudiant d'une école payée avec sa chambre, enfin voilà, et sa voiture de fonction, et il était payé pour faire des films. Il nous raconte même que, en fait, on leur proposait de partir en voyage pour apprendre, Découvrir le monde. Ou ailleurs, et voilà, de se confronter à la vie pour donner de la matière à leur film, en fait. Donc c'est à ce point-là les moyens qui ont été déployés à cette époque. C'est vraiment le pays lui-même qui s'est dit il faut qu'on ressuscite notre cinéma, et tout s'est aligné, quoi. La politique s'est alignée sur cette volonté de ressusciter, quoi, leur cinéma. Et quand on dit politique, c'est à la fois politique de droite et de gauche, quoi. Il n'y avait pas de distinction, c'était vraiment une volonté presque économique, quoi, en fait. Ouais. Oui, parce qu'ils ont mis les moyens, vraiment. Ils sont pas juste, c'était pas juste des déclarations d'intention. Ils ont vraiment impressionnant, quoi. C'est très étrange parce que ce genre de configuration gouvernementale, lorsque un gouvernement décide d'utiliser pleinement le cinéma pour plein de raisons, c'est très souvent lorsque ce pays en question est devenu indépendant après avoir été colonisé, je ne sais quoi. Il y a eu pas mal comme ça d'histoires, surtout dans les pays d'Afrique, du continent africain, où il y a beaucoup de pays qui, au lendemain de l'indépendance, ont très vite compris, trouvé que le cinéma était un moyen important pour plein de raisons. Et donc, alors que l'Australie dans les années 70, il n'y avait pas une colonisation en Australie. On pourrait parler des aborigènes, mais ça serait autre chose. Mais là où je veux en venir, c'est très étrange. Cette configuration est assez étrange parce qu'elle me fait penser à une configuration de pays qui vient d'avoir son indépendance. On peut y voir peut-être une volonté d'indépendance culturelle, en fait. Hein. C'est clairement d'exister autrement que par le prisme de l'Angleterre et des États-Unis. Ouais. C'est se réapproprier leurs histoires. Nous, on l'explique comme ça dans le livre, en fait. Hein. Et c'est vraiment l'idée de se réapproprier ses propres histoires, son continent, son territoire, comme disait Elise tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé des aborigènes, eux ont fait la même chose après dans une évolution perpétuelle où depuis 20 ans, même 30 ans, il y a de plus en plus de cinéma aborigène, de réalisateurs et réalisatrices aborigènes qui se réapproprient leurs propres histoires et qui ne veulent plus que des réalisateurs ou réalisatrices blanches parlent ou réalisent leurs histoires, quoi, leurs films. Voilà. Donc c'est essentiellement, oui, toujours une volonté d'indépendance. Après, il y a une ambivalence quand même dans ce rapport-là avec l'indépendance, c'est que justement dans les années 70, 80, etc., il y avait une volonté de faire des films pour le grand public et le public international, donc viser le marché américain, et donc faire des films où
les décors, l'ambiance pouvaient, disons, sur des malentendus, paraître se passer aux États-Unis. Donc du coup, ils ont un peu joué, disons, sur les deux tableaux pendant un certain temps, en se disant, tiens, bon, on va essayer de transformer Melbourne, certains quartiers de Melbourne, avec des gratte-ciel, on va faire croire que c'est un quartier de New York, que ça va passer nickel. Mais bon, à un moment donné, voilà, ils se sont dit, on va pas franchir le pas et essayer de vraiment faire des films qui se passent en Australie et revendiquer cette identité, cette image-là, quitte à mettre des kangourous partout et faire Crocodile Dundee, quoi. Exactement. Restons avec les aborigènes un petit peu. Si je me souviens bien, le film de Nicolas Roeg, Walkabout, je crois que c'est l'un des films, si ce n'est le film qui ouvre votre corpus, si je me trompe pas. Et moi, je voudrais savoir pourquoi ce film qui est réalisé par un Britannique, je crois, c'est par un Britannique, pourquoi ce film pourrait sembler fondateur dans la conscience australienne moderne. Alors, je pense que pour nous, c'est comme si il avait permis aux Australiens enfin, c'est pas le seul, mais symboliquement, de se réapproprier leurs histoires. C'est comme s'il avait dit, regardez, vous, gens d'Australie, ce que vous avez chez vous, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est magique. À vous maintenant de parler de ça, quoi. Enfin, bon, moi je sais que c'est un film qui m'a beaucoup marqué, donc ça faisait partie vraiment des envies de le mettre en premier parce que, comment dire, là c'est plutôt subjectif, enfin personnel, dans le sens où c'est un des films qui m'a fait découvrir le cinéma australien. Donc, pour moi, il y avait une logique de le mettre en premier, dans le sens où c'est celui qui nous a permis d'ouvrir, enfin, trouver la clé pour ouvrir la porte, et maintenant, essayons de voir ce qu'il y a derrière, quoi. Même si il y a eu plein de choses avant, hein, on est d'accord, mais ça, voilà, on trouvait ça important, et c'est aussi c'est un film important. Même 50 ans plus tard, la façon dont il a eu de traiter la question aborigène est toujours pertinente. Il n'y a aucun cliché dedans, tout est, enfin voilà, tout est nuancé, intéressant, ambigu même, on pourrait dire. Et voilà, ça permet de. Enfin, le film vieillit pas, quoi. Oui, moi je trouve que c'était important parce que c'est aussi un des premiers films à cette période-là, en tout cas, qui met en scène un acteur aborigène aussi. Il y avait eu auparavant Jeddah, un film qui Il y s'appelle avait eu Jeddah dans les années 50. Ouais. Voilà. Mais donc c'est très important, effectivement, dans la fondation de ce cinéma australien, de ce point de vue-là. Et puis il a aussi quand même découvert un acteur incroyable. Ça, c'est le premier rôle de Gulpilil, donc. Voilà, David Gulpilil, c'est vrai que dans le livre, on n'a pas tant parlé que ça des acteurs, mais en revanche, cet acteur-là, qui est un acteur phare du cinéma australien, voilà, on lui a consacré voilà, plusieurs pages. Ça nous paraissait vraiment extrêmement important de parler de lui. Oui, d'ailleurs, vous insistez beaucoup sur cette figure-là, vous insistez beaucoup, si je l'ai noté, sur les contradictions du rapport entre le cinéma australien et la culture aborigène via le portrait que vous faites de David Gulpilil. Gulpilil, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il, quelque part, il incarne à la fois tout ce qui est le peuple aborigène et aussi la fascination que le peuple aborigène peut avoir peut-être pour l'Occident, quoi. Enfin, pour le peuple blanc et en fait, sa carrière, il est tout de suite devenu une star, et c'est quelqu'un qui a été invité en Europe, à Londres et tout ça, et qui a découvert des choses qu'il n'avait même pas idées. Et en même temps, on l'a mis devant. Enfin, je veux dire, il est tombé dans l'alcool, il est tombé dans la drogue, il est tombé dans plein de trucs peut-être dans lesquels il ne serait pas tombé s'il était resté
Donc voilà, il incarne en fait les deux facettes et c'est ça qui est hyper intéressant parce que ça permet d'explorer toutes ces questions en fait de fond. Mais Voilà, donc il est vraiment presque un symbole de l'Australie elle-même, en ce sens qu'il est. L'Australie, c'est quand même à la base le peuple premier qui s'est fait envahir par le colon et qui ensuite a revendiqué le pays et donc David Kupili, lui il vient de là-bas, il vient des peuples premiers, il a été starifié par un film réalisé par un Anglais et Walker Banks, voilà, et donc en fait une fois que tu es dans la culture dite aborigène, quand on quitte sa tribu, là où on vit, on peut plus revenir. C'est-à-dire que ou alors c'est-à-dire qu'il faut faire ça un sera choix. plus pareil en fait. Ouais. Ça ne sera jamais plus la même chose, voilà. Et donc, lui, en fait, il a été, à l'image de l'Australie, tiraillé entre deux inconciliables, enfin deux choses, c'est cornélien, quoi. Et, Il en avait parfaitement conscience et toute ouais, sa carrière parle de ça en fait, et notamment Mm. tout son travail avec Rolf De Heer dans les années 90, 80-90, où il y a une analyse de film en film sur toutes ces contradictions et sur jusqu'à Charlie's Country et même dans les documentaires de Molly Reynolds sur oui toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et ça c'est hyper intéressant. Oui. Ouais. Et même au-delà de ça, au-delà du cas particulier de David Dupilly, c'est symbolique aussi de deux peuples qui vivent un petit peu l'un à côté de l'autre, mais qui se rencontrent pas vraiment, c'est-à-dire les descendants des colons et les descendants des aborigènes, des peuples premiers, et tous ceux qui sont venus ensuite. Et qui ont du mal en fait à communiquer. Et ça, c'est un des très grands sujets du cinéma australien. D'ailleurs, je crois que dans l'introduction, vous parlez de fractures presque irréconciliables. Je crois qu'il y a de cela. Mais donc, si j'ai bien compris, c'est l'un des moteurs symboliques du cinéma australien, pour le coup. Ça se retrouve dans beaucoup, beaucoup de films, même quand c'est même pas, disons, c'est même sous-jacent des fois. C'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas forcément, mais ne serait-ce que dans les intrigues secondaires ou autres, on le sent, on le ressent. C'est vraiment très présent. Il y a aussi autre chose dans la partie, dans le chapitre consacré aux années 70, que vous soulignez, c'est la dualité entre la nature et la civilisation. Et elle est assez récurrente, par exemple, dans deux films, voilà, Waking Fright ou alors Long Weekend. Et je voulais savoir, est-ce que ce conflit écologique, est-ce qu'il est aussi central au cinéma australien? C'est un petit peu comme ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire qu'il y a une dualité effectivement qui se retrouve dans plein de films et plein de sujets. Là, on en parlait juste avant de la dualité qu'il y a dans le peuple australien, mais ça se retrouve. Il y a que l'Australie, ce qu'il faut se dire, c'est un pays, un continent, et qui est avec un désert immense en son milieu. Et la plupart des gens, disons des descendants des colons, vivent sur les rives. Et la plupart des aborigènes, en tout cas des descendants du peuple premier, eux, sont dans cette partie, disons, ils sont plus près de la nature. C'est-à-dire que ce qu'il faut se dire, c'est quand on va dans les grandes villes australiennes, on croise quasiment jamais d'aborigènes. Ou alors ils sont ghettoisés dans des petits quartiers. Voilà, ils ne se croisent pas. Ou alors on les voit en train de mendier, malheureusement. Et donc, il y a un rapport à la nature qui est très, 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 très fort pour les aborigènes. C'est-à-dire que dans le désert, pour eux, ils voient pas, quand on se balade dans le désert, pour eux, c'est pas un désert. C'est-à-dire que comme ils connaissent très bien leur pays, ils savent très bien, en creusant un trou à tel endroit, qu'ils vont trouver de l'eau. Ce qui n'est pas le cas pour les descendants des colons, où quand ils sont sur leur autoroute, pour eux, c'est le désert ce qui est à côté. Et ce qu'ils veulent, c'est plutôt prendre l'avion pour aller de tel endroit à tel autre, parce que pour eux, c'est plus rapide et ça n'a pas trop de sens de partir comme ça dans le bush, quoi.
C'est vrai que tu parlais tout à l'heure du film Long Weekend. Voilà, c'est un film qui parle très bien de ça, c'est-à-dire de la méconnaissance absolue des citadins du milieu naturel, voire de son hostilité en fait à l'égard des humains. Dangerosité, ouais. Alors, il y a aussi autre chose, et on a commencé un peu à l'évoquer. Vous parliez de Pique-Nique en Anguille Rock ou alors Mad Max. Est-ce qu'on pourrait, toujours dans le cadre des années 70, est-ce qu'on pourrait, pour le coup, les relier? Parce que peut-être ces deux films eh bien, traduisent, enfin, ou parleraient peut-être d'une même inquiétude. Est-ce qu'on pourrait relier, par exemple, ces deux films qui nous expliqueraient que c'est une forme d'inquiétude qui est assez similaire? Moi, je dirais que Picnic à Hanging Rock, il y a quelque chose de, effectivement, dont on parlait juste avant, c'est-à-dire que c'est quand même au milieu du bush, un pensionnat de jeunes filles qui part faire un pique-nique dans un lieu dont elles ont absolument aucune idée de ce que c'est. Et il se passe ce qu'il se passe, et c'est comme s'il y avait justement cette présence anglaise qui se retrouve de façon absurde au milieu du bush. Et, il y a, voilà, ils peuvent plus ignorer, et justement, on peut plus ignorer, on peut plus faire comme si on était euh, Les rois du monde, dans le quoi. Devonshire, quoi. C'est pas possible. Enfin, on est en Australie, donc on a beau faire semblant d'être en Angleterre, on est bien en Australie. Et donc là, il y a vraiment il y a un mysticisme. C'est-à-dire que c'est comme si, Je pense que c'est ça, peut-être. voilà, il y a peut-être ça qui peut rapprocher les deux, ouais, on va dire. Mais le Mad Il y a Max, il y une a sorte de mystique très australienne, en fait. En Mad Oui. Max, la différence entre les deux, c'est que Mad Max dirait que le fait que ce soit australien n'est pas forcément très avancé. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est plutôt mis en avant, c'est quelque chose de global, c'est-à-dire voilà, le monde, disons, occidental s'effondre. Donc là, il y a vraiment toujours cette dimension de l'Australie qui fait partie du monde anglo-saxon et encore en plus grand, en vision plus élargie, l'Occident. Et moi, j'ai l'impression que dans ces deux films, il y a comme ça une espèce d'énergie du mythe, mais aussi une Oui. tradition de l'isolement. Après, effectivement, comme ils ne sont pas sur deux périodes qui sont les mêmes, c'est assez difficile à. Après, c'est pensé par deux cinéastes qui sont quand même très visionnaires, hein, on va dire Peter Weir, George Miller. Bon, ils ont George Miller notamment qui a plutôt une très bonne connaissance de la mythologie, notamment de là où sa famille vient, en Grèce. Donc, puis, son cinéma est traversé par ces figures-là. Peter Weir non Notamment à plus. partir du deuxième, hein, parce que Oui, le premier, il n'avait oui, pas encore. non, Ouais. c'est sûr. Mais bon, en tout cas, si c'est des cinéastes qui sont traversés comme ça par ces figures mythologiques. Donc c'est vrai on peut voir des accointances, hein, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'ils ont tous les deux cette façon de mettre en valeur les paysages australiens, le désert. C'est vrai que c'est vraiment de notre point de vue de français européens, on va dire, il y a une fascination, c'est vrai, totale pour ces grands espaces. C'est ce que nous disaient pas mal de réalisateurs, justement, c'est que quand les Australiens doivent aller à la ville, disons, suivante, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Et quand ils viennent en France, ils viennent pas en France, ils viennent en Europe. C'est-à-dire que pour eux, les distances sont beaucoup plus grandes. Tout est plus vaste. Alors, la partie des années 80, je vais un peu synthétiser grossièrement. Bien évidemment, je ne vais pas. C'est un léger aperçu, mais en tout cas, dans ce chapitre-là, vous évoquez pas mal de choses, donc les années 80, avec la carsploitation, la espèce de folie comme ça motorisée. J'ai noté aussi, donc, il y a aussi l'interview vraiment passionnante avec George Miller. Il y a aussi l'idée que vous revenez aussi sur un film d'horreur qui a été important, qui est Razorback, que j'avais découvert sur Canal+ à l'époque. Et il y a les entretiens avec Brian Trenchard Smith qui était vraiment, il y a une espèce d'autodérision, une espèce d'humour. Il y a aussi, vous parlez des compositeurs comme Brian May, bien évidemment la conquête internationale avec Beresford, Capizzi ou Peter Weir. Et moi, ma question par rapport à tout cela, est-ce que les années 80, est-ce que le cinéma australien des années 80, est-ce qu'il semble s'ouvrir au monde pour le coup? Mais en faisant cela, est-ce qu'il perd un peu de son ancrage local? Comme disait Julien tout à l'heure,
il y a beaucoup de producteurs, et notamment Anthony Ginan, qui ont voulu en fait s'ouvrir au monde, donc au marché américain. Donc ils ont essayé de gommer beaucoup de spécificités australiennes. Donc effectivement, en faisant ça, on a l'impression parfois de voir des films de série B comme les années 80 américaines nous ont donné par centaines et par centaines. Donc est-ce qu'on perd un petit peu oui, je pense qu'on perd un petit peu peut-être d'une magie, d'une fantaisie typiquement australienne des années 70. Je pense qu'on l'a un peu perdu, mais en fait, je fais assez confiance à certains réalisateurs pour avoir maintenu un cap sur pas mal de films, et peut-être moins les films de genre, mais des films, des drames ou autres qui ont toujours leur spécificité du pays en question. Voilà. Ouais, non, je pense qu'on en parle quand même pas mal dans le livre, mais il y a une sorte de balance qui se fait entre l'industrie et la subversion, en fait, à ce moment-là, dans le cinéma, dans le cinéma australien, qu'il se fasse du côté d'Hollywood ou du côté de l'Australie, quoi. Il y a vraiment quand même un aspect subversif souvent dans ce cinéma-là, quoi, qui est vraiment important. Oui, c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment, disons, que ce soit des années 70 même jusqu'à nos jours, il y a c'est là où on peut peut-être reconnaître sans savoir la nationalité du film, c'est qu'il y a une façon de pas trop se prendre au sérieux et un humour très particulier qui est vraiment propre à l'Australie et a fortiori les films australiens, qui sont vraiment plus difficiles à trouver aux États-Unis, notamment. C'est plus, disons qu'il y a peut-être plus de proximité avec l'absurde, l'humour absurde anglais qu'ils ont gardé, contrairement aux Américains. L'exemple de Brian Trenchard Smith est hyper intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un effectivement qui est plein d'autodérision et qui a conscience en fait des films qu'il a fait, du cinéma qu'il réalise, et souvent ces films, on a tendance à juste les regarder comme ça sans forcément y voir les sous-textes. Il a beaucoup travaillé avec Everett de Roche, et de Roche, son truc, c'était de rajouter des sous-couches de signification, des thématiques qui étaient noyées dans des choses plus peut-être bis ou de genre. Et ça, c'est vraiment... enfin, je pense que Brian Trenchard Smith, c'est quelqu'un dont il faudrait revoir toute la carrière, peut-être pas tous les derniers films, mais plutôt vraiment la partie 80, où même politiquement, les films ont vraiment quelque chose à dire. Et si on commence à analyser, si on commence à creuser, on le voit direct, en fait. Et il y a aussi, donc, juste pour rebondir ce que disait Julien, oui, sur l'autodérision, c'est vraiment un plus. À chaque fois, il y a même Razorback, il y a plein de séquences, alors que le film est quand même assez sombre, assez violent. Il y a toujours 2-3 séquences avec des personnages extravagants qui permettent de désamorcer tout ce qu'on voit à l'image, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très australien, quoi. Le cinéma australien à ce moment-là, même avec cette autodérision et tout ce que vous avez évoqué, est-ce qu'il est beaucoup plus contestataire paradoxalement que les années 70? Pour le coup, je pense pas. Je pense que je dirais que ça, c'est en fonction des réalisateurs, en fait, des réalisateurs ou scénaristes ou dramaturges, peu importe, mais des gens qui créent les histoires. Mais c'est en fonction de leurs propres idées, leurs propres volontés. Mais à mon avis, franchement, enfin, les années 70 politiquement étaient quand même assez C'était très assez présent. marqué, quoi. Enfin, même tout ce qu'on appelle les sexy comédies,
derrière, à chaque fois, ça c'était important pour nous dans le livre de le dire, pas juste montrer c'est des comédies où il y a de la nudité, mais de montrer que tout ce qui est Alvin Purple et tout ça, il y a des volontés politiques derrière de dire des choses, quoi. Et notamment peut-être sur les anglo-saxons et sur ce qu'ils pensent des Australiens. Oui. Peut-être Il qu'on a arrive. un peu perdu ça sur les années 80, c'est possible. Et qu'est-ce qui se passe alors dans les années 90? Parce que j'ai noté que vous ouvrez la section avec deux films, sauf erreur de ma part, Ramper Stomper et Bad Boy Booby, pardon. Est-ce que c'est une décennie où la colère va finalement remplacer Alors, une forme d'utopie en juste, quelque sorte? Oui. moi je pense qu'il y a aux années 90, en fait, comme la plupart des piliers, je vais dire, vont partir à Hollywood. C'est à ce moment-là qu'ils sont appelés, en gros. Ceux qui restent font autre chose. Enfin, il y a un truc, à mon avis, il y a peut-être une cassure dans le sens où il y a des gens qui se disent Hollywood, c'est pas pour moi, ou alors enfin, quelqu'un comme Rolf De Heer, donc le réalisateur de Bad Boy Baby, Oui. lui, il nous avait dit en fait que c'était même un truc d'intégrité. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'était dit moi, je fais des films d'auteur et est-ce que je vais pas perdre ce que je suis? Est-ce que je vais pas perdre mon identité? Est-ce que je vais pas, voilà, en allant à Hollywood, perdre tout ce que je suis? Donc c'est comme si en fait il y avait un vide qui avait été créé, et d'autres qui avaient pris la place, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que Rolf De Heer, il a vraiment une place à part. Ah oui. Oui. Oui, parce que il a vraiment construit son. On ne peut même pas dire carrière parce que c'est vraiment pas son approche. Et dans l'interview d'ailleurs, il parle de son rapport à son métier qui est plutôt de l'ordre de l'artisanat. C'est-à-dire que quand il pense à un film, quand il conçoit un film, c'est vraiment, là il nous a raconté une histoire qui était peut-être un petit peu romancée, mais en gros, un de ses films, il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir payer le loyer. Et il a tout construit une forme de. Il a utilisé les différentes coproductions, les aides, etc. Et par un truchement de différentes écritures comptables, il a réussi à pouvoir payer son loyer, faire un film, et finalement, qui est allé à Venise, au Festival de Venise. Mais tout ça pour dire que, ouais, en fait, c'est quelqu'un qui conçoit le cinéma avant tout comme une expérience humaine, je pense, vraiment. C'est quelqu'un qui est très humain, mais étonnamment simple, alors que ces films sont très complexes. Et une approche assez claire, et il est passé par des films très compliqués où il a dû déclarer des banqueroutes. Oui, son cinéma est vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il va des dispositifs très simples, des dispositifs très radicaux, et en même temps une volonté de couvrir différents aspects de son pays, de l'Australie, et toute sa filmo est vraiment comme ça, c'est-à-dire une volonté d'une intégrité totale, quoi, et radicale. Et je pense que c'est un des réalisateurs que je mettrais dans le panier des gens qui apprennent, c'est-à-dire qui ont une volonté je fais un projet, mais c'est aussi pour apprendre sur la vie. Donc de film en film, c'est comme si il se remettait toujours en question sur ce qu'il pensait de la vie, et il apprenait en faisant le projet sur lequel il travaille actuellement. Voilà. Oui, puis son budget, ça juste. C'est-à-dire qu'il fait toujours des petits budgets, et à chaque fois, c'est vraiment tout est fait pour que ça maintienne un maximum son indépendance, sans développer des délires de financement, ou se retrouver piégé par la machine, justement, chose qu'il a malheureusement subi quand il est allé à Hollywood. On l'a rencontré à Paris il y a 2 ans.
la dernière fois qu'il est venu. Oui, Il pour son présentait dernier film. un de ses derniers films qu'il a conçu et qu'il a commencé à tourner dans un contexte de Covid. De Covid. Voilà, il nous racontait comment ce contexte-là a influé sur ce projet et sur ce qui est devenu le film par la suite, quoi. Et voilà, on sent que pour lui, l'expérience du tournage est quelque chose de peut-être plus important que la phase scénaristique, on va dire. Je sais pas, enfin, ça c'est mon interprétation, mais Oui, mais c'est vraiment un cinéaste de dispositif, c'est-à-dire qu'il va vraiment. Mais ce dispositif-là, il va pas être sclérosé, c'est-à-dire qu'il va effectivement, comme tu dis, il y a une idée qui émerge, il y a le Covid, tant pis, on va prendre ça, on va aller autre part, on va faire autre chose. Et il est vraiment allé. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelqu'un d'humaniste, c'est qu'il va vraiment mettre au cœur aux différentes étapes du film, au cœur de comprendre ce qui se passe autour de lui et s'adapter. C'est vraiment sa marque de fabrique. En tout cas, pour en revenir aux années 90, il y a vraiment ce côté où, comme je disais en premier, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont partis. Donc, effectivement, il y a, la production s'est un peu effondrée. Donc, il y a moins de. Mais nous, on ne voulait pas. Enfin, comment dire? On voulait pas dire dans le livre aussi, il n'y a que les années 70 ou 80, après il n'y a plus rien. Et moi, je trouve ça toujours un peu. C'est dommageable, quoi, de juste voir par le prisme le cinéma comme ça. Donc, en fait, on a plutôt voulu montrer qu'il y avait encore des réalisateurs ou réalisatrices qui étaient là et qui faisaient le boulot, en fait. Voilà, c'est Puis tout. peut-être que ces films des années 90 sont peut-être pas arrivés aussi à ce moment-là en France de façon très simple d'accès. Donc il y a peut-être ça aussi qui donne l'impression que, vu d'ici, le cinéma des années 90 est un peu moins florissant, mais en écrivant le livre, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous, en fait, tout simplement. Ah oui. Et il y en a beaucoup encore à découvrir. Voilà. Vous parlez donc d'une période, d'une décennie où il y a beaucoup de cinéastes qui vont aux États-Unis, pour le coup. Il y a un entretien avec Philippe Noyce dans le livre qui montre pas mal, enfin, qui montre la complexité du passage à Hollywood. Question très simple. Qu'est-ce que les cinéastes australiennes gagnent et perdent en traversant le Pacifique? Et une autre question, pour le coup, qui peut-être est une continuité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, voilà, en parlant de Jane Campion ou de Baz Luhrmann, etc., est-ce que l'esthétique australienne, finalement, est-ce qu'elle a fini par, je vais donner un mot un peu dur, hein, contaminer le cinéma mondial, pour le coup? Contaminer le cinéma mondial, c'est peut-être un peu fort. Je pense que, mais en tout cas, par certaines touches, oui, je pense que notamment, moi je dirais les collaborateurs artistiques, c'est-à-dire tous les chefs opérateurs, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les créateurs et créatrices, ils ne sont pas juste allés à Hollywood tout seuls, ils y sont allés avec leurs équipes. Et donc, oui, d'une manière, ils ont contaminé un visuel parce qu'ils ont amené une façon de faire à l'australienne, des chefs opérateurs qui avaient l'habitude de travailler avec le soleil en extérieur et quelque chose qui peut-être, je pense qu'il y a plein de chefs opérateurs américains qui ont l'habitude aussi, hein, ils ont des grands espaces, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que dans la façon de faire, je me souviens que Noyce, non, c'était pas Noyce, c'était chez PC qui nous avait dit ça. Oui. Sur un des films qu'il avait fait où il disait que le studio lui avait dit mais vous allez jamais être prêt, vous avez vu toutes les séquences que vous avez dans le film, c'est impossible à faire tout ça. Et chez PC leur avait dit mais vous inquiétez pas, laissez-moi faire tout ça. Et ensuite ils étaient revenus à la charge en disant bon maintenant ça suffit, on arrête et tout, on pourra jamais faire cette partie-là. Et chez PC avait dit, il était en tournage extérieur, il avait dit attendez-moi, j'arrive, vous prenez pas le chou comme ça, j'arrive.
Et donc, il est arrivé au studio en disant bah, je suis désolé, mais ce que vous me dites qu'on ne va pas faire, je l'ai déjà fait. Parce que les 3 jours où j'étais en tournage extérieur, ma petite équipe de 2 personnes, juste mon chef-op et tout, bah, en fait, j'ai fait tous les plans. Donc voilà, laissez-moi faire. Vous n'avez pas idée de comment il faut travailler. Vous êtes exécutif, laissez-moi faire. Moi, je sais me débrouiller, j'ai l'habitude. C'est mon équipe. Voilà. C'était juste une anecdote, mais en gros, ils ont peut-être amené ce côté-là, quoi, un peu plus aventureux et rentre dedans. Tout à fait. C'est ce que Philippe Noyce raconte très bien aussi dans cet entretien. Il raconte qu'en Australie, voilà, ils ont une manière de travailler extrêmement rapide et qu'ils ont amené ça en fait à Hollywood. C'est à la fois voilà un travail sur la lumière, un travail technique, mais qui certainement vient d'une capacité à s'adapter aux conditions de tournage complexes en Australie. Voilà, et donc ça, ils amènent on va dire ce savoir-faire-là aux États-Unis. Donc ça rejoint le propos effectivement de CPZ. Et juste pour ajouter, je me souviens, c'est Andrew Dominic qui disait ça, un des réalisateurs actuels australiens, mais qui fait sa carrière aux États-Unis. Et lui, on lui avait posé la question, pas nous, hein, mais quelqu'un d'autre lui avait posé la question, pourquoi il ne travaillait plus en Australie? Enfin, pourquoi il était vraiment basé aux États-Unis? Et lui disait c'était qu'il n'avait pas. Enfin, c'était assez noir son avis. C'était que pour lui, il n'y avait plus assez de budget en Australie pour les films qu'il voulait faire et qu'il n'avait pas d'autre choix que de les faire aux États-Unis. Voilà, peut-être ce que les États-Unis apportent, c'est ce côté financier un peu plus confortable, effectivement, dans ces années-là. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec l'artisanat, le fait entre industrie et artisanat, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on veut passer à un plus gros budget, plus grosse audience, bon, bah, il faut faire appel à l'industrie, quoi. Donc les États-Unis. Et pour finir, il y a aussi cette idée que les réalisateurs, enfin, les États-Unis étant représentants au niveau du cinéma mondial comme life achievement, quoi. C'est comme si on participait en tant que réalisateur à réaliser un film américain, c'est comme si on avait réussi notre carrière, quoi. Et je pense que ça, c'est aussi une notion importante pour tous quand ils partent, c'est parce qu'ils se disent ah tiens, c'est comme si on avait une validation du grand frère. Même s'ils ne le pensent pas forcément et que c'est plus complexe que ça, mais il y a ce côté-là aussi de se confronter au numéro 1, enfin ce qu'on pense être le numéro 1 de la production cinématographique mondiale, quoi. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tous à peu près revenus, hein, et qu'ils ont fait après des films en Australie. Je répète, Down Under Movies, 5 décennies de cinéma australien, c'est édité chez Aardvark. Bien évidemment, on a parlé de 0,01% de ce qu'il y a dans le livre. On n'a même pas évoqué les années 2000 où il y a le retour au genre, le désert qui revient. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va dire, voilà. Mais une dernière petite question, j'avais noté, oui, vous dites, à un moment, je crois, vous écrivez que le cinéma australien reste un mystère qu'on commence juste à percer. Et moi, je voulais savoir, après des années de recherche, quel mystère demeure encore entier pour vous par rapport à ce cinéma? Pour moi, le mystère, ça reste encore quelque part l'identité australienne, c'est-à-dire que c'était un peu le fil rouge de l'ouvrage, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qui fait la substance de ce cinéma et pourquoi nous, on veut y voir en tout cas une identité commune entre tous ces réalisateurs qui ont fait des œuvres très différentes les unes des autres. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de cinéma australien et cette question de l'identité, voilà, a été vraiment au cœur de notre réflexion. Et pour moi, voilà, cette question, elle n'est pas encore complètement résolue quelque part. Je pense que voilà, on peut la continuer assez longuement. Oui, il faut arriver à dépasser les clichés de la bière et du chapeau et des déserts qui sont avalés par une voiture à fond. Enfin voilà, oui, effectivement, c'est assez complexe, mais
mais c'est intéressant. Oui, Ça puis il y reste a à tous creuser, ces, ouais. il y a tous ces films qui ont tout simplement pas, qu'on n'a pas pu avoir accès en fait encore, hein, qui restent très difficilement visionnables. Il y a maintenant des Blu-ray, des DVD qui sortent un peu en France, un petit peu au compte-gouttes de ci de là, heureusement. Mais oui, alors, je pense qu'il y a encore plein de films à découvrir. Et donc, ce livre-là, c'est aussi une sorte de passage de témoin. C'est-à-dire que s'il y a d'autres gens qui veulent, qui ont vu, qui verront des choses qu'on n'a pas vues, nous, qu'ils le fassent, qu'ils fassent leur livre sur le cinéma australien et qui découvriront peut-être des choses qu'on n'a pas pu voir nous. Moi, je voulais ajouter encore une chose, c'est aussi le cinéma aborigène, hein. On avait très envie d'en parler beaucoup plus parce que effectivement, on sent qu'il y a un renouveau aujourd'hui de ce cinéma-là et avec plein de jeunes réalisateurs, voilà, qui font des choses passionnantes. Il faut savoir qu'à Paris, il y a un festival du cinéma aborigène, hein, qui s'est tenu cet hiver, là, il n'y a pas très très longtemps. Voilà, et en fait, tout ça, c'est nous, on a entrouvert cette porte-là dans l'ouvrage, mais c'est quelque chose qui reste encore effectivement à explorer, quoi. Ça et aussi, ce que je disais, il y a plus en amont sur la télévision. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur toutes les grandes sagas de télévision qui ont été faites, notamment par George Miller. Enfin, il y a pas mal de choses qui restent à faire. Ouais. Vous avez exploré 5 décennies, peut-être d'autres vont explorer la 6e, la 7e en devenir, etc., etc. Je rappelle encore une fois le livre Down Under Movies, 5 décennies de cinéma australien. C'est édité chez Aardvark Éditions. C'est un livre qui a été écrit et pensé par Julien Savès, Julien Bonnet et Élise Girard. Pardon, vous étiez là tous les trois pour répondre à mes questions, parfois un peu farfelues. Je m'en excuse. En tout cas, c'était un plaisir Ouais, c'est très bien. de vous écouter. Plaisir partagé. Et n'oubliez pas que dans le descriptif, il y a ce petit lien, vous cliquez dessus et pour pouvoir vous procurer ce livre. Merci à vous trois, c'était un plaisir. Merci à Merci. vous. Oui. Générique. Upper rise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.